Alors, pour résoudre la crise fiscale, le roi Louis XVI décide de convoquer les États généraux. Cette assemblée composée de députés des trois ordres n'avait pas été convoquée depuis 1614. C'est donc une atteinte de fait au caractère absolutiste de la monarchie française. Louis XVI, qui n'a pu se décider à appliquer les réformes prônées par ses différents ministres, Loménie de Brienne, Turgot, est obligé de convoquer les États généraux. Les ministres de Louis XVI étaient conscients de la nécessité de s'attaquer aux privilèges fiscaux pour résoudre la crise budgétaire française. Cependant, Louis XVI, même s'il est conscient de la nécessité de ces réformes, est incapable de l'imposer à sa cour. La population se réunit selon son ordre pour rédiger des cahiers de doléances dont les aspirations dépassent les objectifs purement financiers de la couronne. Aussi, le 5 mai 1789, les États généraux s'ouvrent sur une ambiguïté qui ne sera jamais résolue. Réforme de l'État, réforme de l'impôt ou simple aménagement technique pour recouvrir les dettes du pays. Le débat s'avère tout de suite conflictuel entre les députés du tiers-État qui revendiquent un vote par tête. Ils composent la moitié des députés et peuvent compter sur l'appui des minorités réformatrices de la noblesse et du clergé pour emporter la décision. Et d'un autre côté, la majorité des députés des ordres privilégiés qui désirent voter par ordre pour ainsi assurer leur suprématie sur l'Assemblée. Effectivement, étant majoritaires dans le clergé et la noblesse, ces députés emporteraient la décision en ayant 2 suffrages contre 1 pour le tiers-État. Afin de sortir de cette impasse, le 17 juin 1789, les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale, détenteurs de la souveraineté populaire. Le roi s'offusque de cette atteinte à ses pouvoirs et à son autorité. Il ferme la salle de réunion du tiers-État. Les députés occupent alors de force la salle du jeu de paume. Nous sommes le 20 juin 1789 et prêtent le fameux serment qu'ils ne se sépareront que lorsqu'ils auront donné une constitution à la France. On est donc là face à une révolte parlementaire où très clairement le débat est passé d'une question technique et financière à une question politique remettant en cause le fonctionnement de l'Ancien Régime. Le roi, indécis et influençable de nature, affecté par la mort de son fils, hésite sur la conduite à tenir. Il semble d'abord adopter une attitude conciliante. Le 27 juin, il demande aux députés de la noblesse et du clergé de rejoindre l'Assemblée nationale. Puis, il se raidit en rassemblant des troupes étrangères à Versailles et près de Paris. Il provoque de légitimes inquiétudes dans le peuple parisien. Le renvoi de Necker le 13 juillet sonne pour beaucoup comme l'annonce d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Le peuple se soulève à l'appel de jeunes propagandistes, notamment Camille Desmoulins, qui harangue la foule au Palais Royal. Le 14 juillet, le peuple s'empare des Invalides. Le 14 juillet, la prise de la Bastille a un double sens. Il a d'abord un intérêt militaire, puisque cette place forte parisienne permet de contrôler tout l'Est parisien. S'y trouvent également moult canons et fusils qui permettraient à la foule de se défendre contre une éventuelle attaque royale. La Bastille compose aussi un élément symbolique, puisqu'il était renfermé des prisonniers qui avaient été placés là sous lettre de cachet, c'est-à-dire que la Bastille représentait l'arbitraire royal et l'absolutisme par excellence. Le marquis de Sade et Voltaire y ont fait des séjours bien involontaires. C'est donc un symbole que le peuple parisien prend dans cette journée du 14 juillet. Le roi prend la prise de la Bastille dans la nuit du 14 au 15 juillet par la bouche du marquis de la Rochefoucauld, qui lui relate les faits tragiques qui se sont déroulés pendant la journée, notamment la mise à mort du marquis de Delaunay, un ancêtre à moi, qui est mort, lapidé par une foule d'hystériques, de gueux, des gueux comme vous. Enfin bref, passons. Et le marquis de la Rochefoucauld conclut son exposé, et le roi de lui dire « Mais alors, c'est une révolte ?» Et le marquis de la Rochefoucauld de lui répondre « Non, sire, c'est une révolution. » Quelle est la différence entre révolte et révolution?
Une révolte, le royaume de France en a connu une multiple, notamment au XVIIe siècle, avec la mise en place de l'État centralisé et de la fiscalité qui est son corollaire. Ce sont des mouvements d'humeur populaires, sans idéologie, sans véritable chef, et ces mouvements de colère, qui peuvent être très violents, tout compte fait, disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus et peuvent être matés relativement facilement. La Révolution, quant à elle, est dotée d'une véritable idéologie alternative, c'est-à-dire que la colère du peuple peut être relayée par une élite qui dispose d'un véritable programme pour mettre à bas le pouvoir au nid. Le 16 juillet, Louis XVI se rend à l'hôtel de ville de Paris. Lafayette appose sur son chapeau une cocarde tricolore, c'est la naissance de notre drapeau. Le roi donc choisit très clairement la voie de la conciliation. Mais les rumeurs les plus folles circulent dans toute la France. Les seigneurs auraient armé des brigands pour réprimer les patriotes. Les paysans alors s'attaquent au château et brûlent les actes de propriété et les chartes médiévales. Devant l'écroulement de fait de l'ordre féodal par ce mécanisme de la grande peur, l'Assemblée nationale décide d'abolir les privilèges dans la nuit du 4 août pour reprendre la main sur un mouvement populaire devenu incontrôlable. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame l'égalité civile, l'établissement des libertés fondamentales. L'ordre social d'Ancien Régime s'est totalement écroulé. D'une société d'ordre, on va passer à une société de classe. Le 6 octobre, une foule de Parisiens en colère ramène la famille royale au palais des Tuileries à Paris. Le monarque est désormais sous surveillance directe du peuple, devant ces masses de Parisiens qui s'amoncellent devant les grilles de Versailles et qui vont bientôt les franchir. Marie-Antoinette demande la raison de ce rassemblement et un garde lui dit « ils veulent du pain ». Ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. Le mot est sûrement apocryphe, mais il montre bien la déconnexion totale entre la cour, le roi et la réalité du terrain.